Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce lundi 29 février en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a reçu hier la visite de son homologue turc. Le président Recep Tayyip Erdogan est arrivé dans le pays pour une visite de 2 jours. Une première étape de sa tournée africaine qui a pour objectif de renforcer les liens de la Turquie avec les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À leur arrivée à l'aéroport d'Abidjan hier, le couple présidentiel Erdogan a été accueilli par monsieur et madame Ouattara, ainsi que par le Premier ministre de la Côte d'Ivoire et l'ensemble de son gouvernement. Avec sa délégation de plusieurs dizaines d'hommes d'affaires turcs, Recep Tayyip Erdogan participe notamment ce lundi à un forum économique à Abidjan. Après la Côte d'Ivoire, M. Erdogan se rendra au Ghana, au Nigeria, puis en Guinée. Après la visite en mars 2015 du président Ouattara à Ankara et à Istanbul, une dizaine d'accords avaient déjà été signés entre les deux pays. Ce lundi, M. Erdogan et son homologue ivoirien s'entretiennent pour la signature de nouveaux accords de coopération. À noter que les investissements turcs en Côte d'Ivoire sont passés de 150 millions de dollars en 2008 à 390 millions en 2015. Restons en Afrique de l'Ouest où le gouvernement de Muhammadu Buhari vient de marquer un grand pas dans sa lutte, vous le savez, contre la corruption, l'une des priorités du mandat du chef de l'État nigérian depuis son élection en mai 2015. À la suite d'un audit qui a été lancé en décembre dernier par le ministre des Finances, Kemi Adeosun, 23 000 salaires fictifs viennent d'être identifiés et ils seront supprimés. Cette mesure d'assainissement devrait permettre à l'État d'économiser 11,5 millions de dollars américains par mois, soit environ 10,5 millions d'euros. Nous vous l'annoncions vendredi dans notre journal, l'Afrique du Sud a vu l'ouverture d'un important procès concernant des violences commises lors du régime de l'apartheid. Bien plus de 22 ans après les faits, 4 anciens policiers, membres de la branche armée du Congrès national africain, ont comparu devant la justice. Ils sont accusés d'avoir kidnappé et tué Nokutula Simelane, une jeune étudiante qui militait contre le régime raciste. Quelques réactions lors de cette première journée de procès. Nos négociations ont été, d'une certaine façon, compromises. Mais cela ne voulait pas dire que ces personnes ne devaient pas divulguer certaines informations. Nous voulions qu'elles nous disent où sont nos camarades disparus. Tout cela est la raison d'être de la commission de la vérité et de la réconciliation, afin que les présumés meurtriers ne soient pas envoyés directement en prison. Ceux qui n'ont rien divulgué devraient être envoyés en prison, selon moi. Pendant longtemps, nous ne savions pas ce qui se passait au-delà du Carlton Center, jusqu'à ce que le Sowetan publie un article concernant la disparition de cette jeune femme. 2 membres de la police se sont manifestés et ont expliqué qu'ils connaissaient toute l'histoire. À partir de ce moment-là, et grâce à la commission de vérité et de réconciliation, nous avons su ce qu'il se passait au Carlton Center, où la dernière personne à l'avoir vue a indiqué qu'elle se trouvait dans un coffre, violemment blessée. Nous ne savions donc pas ce qu'il s'était passé. Tout cela fait remonter certaines émotions, de la colère, surtout quand j'entends exactement la même histoire après toutes ces années. J'avais l'espoir aujourd'hui qu'il soit plus responsable, qu'il soit capable de dire « voilà ce qu'il s'est passé » afin que nous n'allions pas en prison. Il risque l'emprisonnement, mais nous aussi, nous sommes emprisonnés, surtout quand il y a la possibilité que nous soyons tous libérés. À l'autre extrémité du continent, l'Algérie a célébré samedi les 40 ans de la déclaration d'indépendance du Sahara occidental. Au programme des festivités, une parade militaire qui s'est tenue dans le camp de réfugiés de Dakhla, près de Tindouf. La cérémonie s'est notamment tenue en présence du président de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Abdelaziz. Le Sahara occidental est un large territoire peuplé d'environ 2 millions d'habitants. Cette ancienne colonie espagnole est contrôlée par le Maroc, qui lui laisse une large autonomie sous sa souveraineté. De son côté, en revanche, le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame un référendum pour mener à l'autodétermination de cette région. Samedi, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a réaffirmé son soutien aux efforts des Nations Unies pour une relance des négociations entre Rabat et le Front Polisario. Les efforts de médiation de l'ONU sont dans l'impasse depuis plusieurs années déjà.
Parmi les convives à la célébration de la fête d'indépendance du peuple sahraoui, des anciens prisonniers politiques, mais aussi un membre de l'Union africaine. Ce dernier s'exprime notamment au sujet de la visite du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans les camps de Tindouf le 5 mars prochain. C'est le bon moment parce que le gouvernement sahraoui vient juste de célébrer le 40e anniversaire de la proclamation de l'indépendance. Donc j'espère que la venue de Ban Ki-moon va activer le processus, nous permettre d'avoir le référendum que nous voulons. Le peuple sahraoui est prêt à toutes les éventualités. Il a la force de relever tous les défis. Le peuple sahraoui est aujourd'hui plus fort que jamais, que ce soit dans le domaine politique, militaire ou diplomatique. Déjà au tout début, quand la question de l'indépendance ne s'arrêtait qu'au discours, on nous a dit que la guerre allait être très longue et que le chemin va être semé d'embûches. Et c'est ce qui nous a rendus plus forts. Et du côté du Maroc, justement, une question relative au Sahara occidental a soulevé un léger incident diplomatique entre le Royaume et l'Union européenne. Après avoir annoncé jeudi la suspension de tout contact avec l'Union européenne, afin de protester contre une décision de justice européenne qui invalidait un accord agricole avec le Maroc, parce qu'il s'appliquait aussi au Sahara occidental, eh bien l'Union européenne a fait appel de l'annulation et a indiqué vendredi rester en relation avec Rabat. Retour tout de même sur l'annonce inverse qui a été faite par le Maroc. Le gouvernement marocain a décidé de suspendre la communication avec les institutions européennes, à l'exception de ceux qui touchent aux télécommunications en relation avec ce dossier. Le gouvernement a aussi créé un comité ministériel qui se constitue du ministère des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Pêche maritime, pour suivre de près l'évolution de ce dossier. À l'international, ce sont au moins 33 personnes qui ont été tuées dimanche dans des attentats en Irak et 79 autres blessées. Les attaques se sont produites près d'un marché de Sadr City, dans un quartier majoritairement chiite de la capitale Bagdad. Ces attentats, les plus meurtriers dans la capitale depuis le début de l'année, ont été revendiqués par le groupe État islamique, qui s'en est également pris à un poste de l'armée. Les djihadistes ont temporairement pris le contrôle de ce poste, tuant au moins 8 membres des forces de sécurité. En Russie, ce sont 36 morts qui sont à déplorer suite à 2 coups de grisou survenus en 3 jours dans une mine de charbon de Vorkuta. Parmi ces morts, 26 mineurs portés disparus depuis jeudi et qui sont considérés comme décédés depuis ce dimanche par la compagnie qui travaille dans cette mine du Grand Nord de la Russie. Les opérations de sauvetage ont été arrêtées car selon le ministre russe des situations d'urgence, il n'y a plus aucune chance de survie pour ces 26 mineurs. Un mot de sport à présent. Revenons sur le sacre vendredi à Zurich en Suisse du nouveau président de la Fédération internationale de football. Je vous propose tout d'abord d'écouter cette annonce du président alors intérimaire Issa Hayatou. Nombre total de votes valables recueillis par le prince Ali bin Al-Hussein, 4. Nombre total de votes valables recueillis par Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, 88. Nombre total de votes valables recueillis par Jérôme Champagne, 0. Nombre total de votes valables recueillis par Gianni, 115. Et oui, comme nous vous le disions dans notre journal du soir vendredi, c'est l'Italo-Suisse Gianni Infantino qui accède donc au poste du 9e président de la FIFA, et ce après 17 ans de règne de Sepp Blatter. Gianni Infantino, élu au 2e tour de l'élection, l'a finalement remporté sur le Sheikh Salman du Bahreïn. Il n'était qu'à 3 voix seulement derrière lui lors du premier tour. En tout cas, le juriste italo-suisse de 45 ans, qui était jusque-là secrétaire général de l'UEFA, la Confédération européenne de football, aura la lourde tâche de restaurer l'image de la FIFA, vous le savez, ravagée par des scandales de corruption depuis plusieurs mois déjà. Dans son dernier discours avant le vote, M. Infantino a également notamment promis de redistribuer 25% des revenus de la FIFA aux fédérations. Aux États-Unis, direction la Floride, à la rencontre de Carlos Pares, qui n'est pas un douanier comme les autres. Son métier, inspecteur au service de la faune américaine à Miami. Cette plaque tournante aux États-Unis de la contrebande d'animaux sauvages ou encore de produits dérivés d'espèces menacées. Reportage. À l'aéroport de Miami, inspecter les bagages des passagers peut s'avérer risqué.
Ce cobra venimeux vient d'arriver dans un des points d'entrée aux États-Unis les plus communs pour le commerce d'espèces sauvages. Lors de l'inspection, on s'assure que personne n'a profité de la présence d'un animal venimeux pour faire entrer clandestinement une espèce interdite. Avec seulement 10 inspecteurs à Miami pour 13 000 cargaisons d'animaux sauvages déclarées par an, lutter contre les trafics est une tâche difficile. Le commerce illégal d'animaux représente plusieurs milliards de dollars par an. Les États-Unis, la Chine et l'Union européenne font partie des clients principaux. Nos outils évoluent, mais on doit constamment essayer de rester dans le jeu face aux importateurs et aux exportateurs illégaux. Ils ont toujours une petite longueur d'avance sur nous, donc on fait ce qu'on peut pour les rattraper. Au fil des années, Silvia Gaudio a confisqué de nombreuses cargaisons illégales, certaines faisant preuve d'une véritable créativité. Ça faisait partie d'une cargaison de bottes en cuir qui avait été déclarée comme étant faite avec du cuir de vache. Mais quand nos inspecteurs se sont penchés dessus, ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre. On a soulevé là et on s'est rendu compte que c'était du crocodile. Ces importations présentent des risques importants, de l'extinction d'une espèce menacée dans son pays d'origine à la destruction d'animaux aux États-Unis qui se retrouvent soudain confrontés à un prédateur jusque-là inconnu. À l'autre extrémité des États-Unis, en Californie, c'est cette nuit que se tient la fameuse 88e cérémonie des Oscars. Depuis le Dolby Theatre de Los Angeles, cet événement planétaire du cinéma est retransmis dans plus de 225 pays. Sur toile de fond, cette année encore, de polémiques sur un manque criant de diversité dans la sélection des nommés. Alors que plusieurs récompenses étaient encore en train d'être distribuées tard dans cette nuit, l'hôte de la cérémonie, le comédien afro-américain Chris Rock, a axé sa présentation autour de la polémique. Sans mâcher ses mots, il a d'abord déclaré, je cite, « Si ceux qui votent votaient aussi pour leur présentateur, vous ne m'auriez pas vu ce soir. Hollywood est-il raciste ? Oui, mais c'est un racisme auquel vous vous êtes habitués. » Un peu plus tard, Chris Rock a lancé une série de parodies de scènes de films de l'année jouées par des acteurs afro-descendants. Un clin d'œil réussi. Et à quelques mètres du tapis rouge des Oscars, une manifestation s'est tenue un peu plus tôt dans la journée, reprochant la sélection donc trop euro-descendante de cette 88e cérémonie des Oscars. Je vous propose d'écouter certains de ces manifestants. Nous avons un pouvoir d'achat de 1000 milliards de dollars. Ils veulent notre argent, mais nous ne sommes pas représentés. Vous avez le film Gods of Egypt qui vient de sortir. Ça se passe en Égypte, en Afrique, et il n'y a pas d'Africains dans le film. Il y a le film d'Idris Elba, Beats of No Nation, le film de Will Smith. Il y a Straight Outta Compton. Il y a beaucoup de bons films auxquels on ne donne pas leur chance. Je suis allée l'autre jour au Festival du cinéma panafricain. Il y a beaucoup de films de qualité, mais ils ne reçoivent pas le soutien de l'industrie du cinéma. Si on veut la diversité, alors les autres races doivent être représentées, surtout les Afro-Américains, mais les Latinos aussi, qui sont exclus de tout ça. C'est la fin de ce Vox Flash de ce lundi 29 février. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous avec plaisir demain mardi pour votre point sur l'actualité. En attendant, passez une excellente journée et une bonne suite de programmes sur Vox Africa.